monde et bienvenue. Vous pensez investir dans l'immobilier au Québec en 2025? Eh bien, vous êtes exactement à la bonne place. Aujourd'hui, on décode ensemble les règles du jeu. On va regarder les grandes forces économiques qui façonnent le marché jusqu'aux petits détails fiscaux qui peuvent faire toute la différence pour réussir un investissement. OK. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord mettre la table. Cette citation, elle vient du dernier rapport économique du Québec et elle nous donne le mot-clé pour l'année: incertain. Concrètement, pour un investisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux d'intérêt pourraient encore bouger, que l'accès au crédit pourrait être un peu plus difficile. C'est dans ce climat-là que tout le monde doit naviguer, même le gouvernement. Et pour rendre cette incertitude bien concrète, voici le chiffre à avoir en tête: 2,25 %. Ça, c'est le taux directeur de la Banque du Canada. Pourquoi c'est si important? C'est simple. Plus ce taux monte, plus votre hypothèque vous coûte cher mois après mois. C'est donc un facteur absolument crucial pour la rentabilité de n'importe quel projet immobilier. Parfait. Maintenant qu'on a le contexte de général, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre les règles du jeu, il faut d'abord connaître le terrain. Alors, regardons d'un peu plus près l'économie québécoise. Face à l'inconnu, beaucoup de gens se tournent vers ce qui est tangible, ce qui est solide. Et au Québec, l'immobilier multilogement, c'est devenu un peu ce refuge-là. Pensez-y une seconde. Peu importe la crise, les gens auront toujours besoin d'un toit. C'est cette sécurité-là qui attire les investisseurs et qui en fait un pilier pour se bâtir un patrimoine. Bon, on passe maintenant au côté pratique. Avoir une bonne idée, c'est une chose, mais trouver l'argent, ça, c'est le nerf de la guerre. L'étape cruciale, celle qui débloque tout le reste, c'est bien sûr d'aller chercher son financement. Alors la banque, qu'est-ce qu'elle va vouloir voir? Le guide de MRX l'explique d'ailleurs très bien. Le dossier, on peut le diviser en 3 parties. D'abord, vos documents personnels, c'est qui vous êtes, vos revenus, ce genre de choses. Ensuite, les papiers sur l'immeuble lui-même, la promesse d'achat, les baux, les taxes. Et enfin, si c'est une entreprise qui achète, il faut ses documents corporatifs. Un petit conseil, préparez ce dossier-là avant même de commencer à visiter. Ça va vous faire gagner un temps fou. Pour le financement, il y a pas mal 2 grandes routes qui s'offrent à vous. Il y a le prêt personnel, souvent pour des immeubles plus petits, qui peut vous permettre d'aller chercher jusqu'à 80 % de la valeur. Par contre, la banque va analyser vos finances personnelles au peigne fin. L'autre option, c'est le prêt commercial, qui est la norme pour les plus gros projets. Là, le ratio prêt-valeur est un peu plus bas, autour de 75 %, mais l'analyse se concentre surtout sur la rentabilité de l'immeuble. Alors, quel chemin prendre? Bien, tout dépend de la taille de votre projet et de votre situation financière. On arrive maintenant au cœur de la machine, au moteur qui rend l'investissement immobilier si intéressant d'un point de vue financier, la fameuse déduction des frais d'intérêt. Ce qu'on voit ici, c'est un petit bout de loi qui a l'air bien technique, l'alinéa 21.1c, mais c'est vraiment la pierre angulaire de la rentabilité en immobilier locatif. En gros, ça dit que si vous empruntez pour gagner de l'argent, les intérêts que vous payez sur ce prêt deviennent déductibles. C'est un peu comme si le gouvernement vous donnait un coup de main pour payer une partie des intérêts parce que vous participez à l'économie en offrant des logements. Le point vraiment crucial, c'est ce que l'Agence du revenu du Canada appelle le critère de l'utilisation. La seule question qui compte au fond, c'est à quoi a servi l'argent que vous avez emprunté? Il faut être capable de tracer une ligne bien droite entre le prêt de la banque et l'investissement qui, lui, génère un revenu. Et voilà, ça illustre le principe parfaitement. Vous empruntez de l'argent, vous achetez un immeuble à revenu avec cet argent et cet immeuble vous rapporte des loyers. La ligne est directe. Le résultat, les intérêts que vous payez sur votre prêt sont déductibles. C'est simple comme ça. Et à l'inverse, si vous empruntez pour vous acheter, disons, un chalet pour votre usage personnel, bien là, il n'y a pas de revenu qui est généré. La connexion est brisée. Donc, la déduction ne s'applique pas. C'est vraiment l'utilisation de l'argent et rien d'autre qui décide si on peut déduire les intérêts ou non. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de l'investisseur individuel, mais prenons un peu de recul. Avec tous ces prêts qui se donnent, comment on s'assure que le système financier au complet ne prend pas trop de risques? C'est la grande question, n'est-ce pas? Qui est le gardien du temple finalement? Qui s'assure que les banques et les assureurs ne s'emballent pas et ne créent pas une bulle qui pourrait faire mal à toute l'économie? La réponse, c'est le BSSF, le Bureau du surintendant des institutions financières. C'est le grand régulateur fédéral. Son travail, en gros, c'est de forcer les assureurs hypothécaires à garder des réserves de capital. C'est un peu comme s'il leur demandait de mettre de l'argent de côté dans un fonds d'urgence, juste au cas où, pour éviter que tout s'effondre comme un château de cartes si jamais ça tourne mal. Et pour que ce soit pas juste une règle abstraite, le BSCF ajuste le niveau de risque selon les villes avec ce qu'on appelle l'indicateur de capital supplémentaire. Regardez bien la différence. L'indicateur est à 9,78 à Montréal, mais il grimpe jusqu'à 21,38 à Vancouver. C'est plus que le double.
Concrètement, ça veut dire que pour un prêt du même montant, un assureur doit mettre de côté plus de 2 fois plus d'argent à Vancouver qu'à Montréal, parce que le marché là-bas est jugé plus à risque. OK, on a couvert beaucoup de terrain. C'est maintenant le temps de rassembler toutes les pièces du casse-tête et de voir les points essentiels à retenir de tout ça. Récapitulons les points principaux abordés. On est parti du portrait économique général, on a plongé dans le financement, la fiscalité et finalement la surveillance du système. Premièrement, on a vu que le contexte d'incertitude économique pousse les gens vers la sécurité de la brique et du mortier. Deuxièmement, pour y arriver, il faut passer par des processus de financement bien définis, que ce soit au personnel ou au commercial. Troisièmement, la clé de la rentabilité, elle se trouve dans les règles fiscales qui permettent de déduire les intérêts et finalement, tout cet écosystème est protégé par un filet de sécurité un peu invisible qui est géré par le BSIF pour assurer que tout reste stable. Et on termine avec cette question qui résume pas mal tout le débat, c'est la tension au cœur même du système. D'un côté, comment on encourage l'investissement qui fait rouler l'économie, et de l'autre, comment on s'assure que le système financier reste solide. Trouver ce juste équilibre, c'est le défi constant des investisseurs, des prêteurs et des régulateurs. Partagez vos points de vue dans les commentaires, on est toujours très curieux de vous lire. Et surtout, pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, abonnez-vous à la chaîne Tachien Coup Média. Merci d'avoir été là et à très bientôt.